Les événements de ces derniers jours ont radicalement transformé la nature même de l'affrontement russo-ukrainien. Le conflit a franchi une ligne invisible, un point de non-retour au-delà duquel les anciennes règles ont cessé de s'appliquer. Si, il y a encore une semaine, les analystes observaient un tableau relativement stable de combats de position et d'opérations offensives localisées, la situation a désormais basculé de manière fondamentale. Il s'agit d'une mutation qualitative du conflit vers un nouveau palier d'escalade, où les enjeux se sont démultipliés et où le prix de l'erreur se mesure en catastrophe stratégique. Quelques secondes d'activité terroriste dans le centre de Moscou ont déclenché une réaction en chaîne de représailles militaires dont la communauté internationale doit encore mesurer les conséquences. Ce n'est pas un simple échange de coups, c'est un travail systématique de démantèlement de l'architecture même de la guerre, une réécriture des règles fondamentales de la conduite des hostilités. Trois axes d'évolution définissent cette phase critique actuelle. La chronologie de l'incident, lorsque l'attentat de Moscou est devenu le déclencheur, la réaction militaire, matérialisée par une frappe de représailles massive de la Russie et l'annonce d'une nouvelle doctrine de rétorsion. Les conséquences géopolitiques, incluant la panique dans les états-majors ukrainiens, la nervosité dans les couloirs de l'OTAN et le risque réel d'extension géographique du conflit. La question cruciale qui se pose désormais à tous les protagonistes. L'assassinat du général russe était-il une provocation planifiée ou un accident tragique ayant mis en branle la mécanique de l'escalade? Aux premières heures du jour, une explosion d'une puissance considérable a retenti à Moscou, dont l'écho s'est répercuté bien au-delà de la capitale russe. La victime de cet acte terroriste était un général de corps d'armée, haut responsable militaire, occupant un poste clé au sein de la structure du ministère de la Défense. Un engin explosif d'une force colossale avait été préalablement dissimulé dans le véhicule du général, un fait témoignant d'un long travail préparatoire et d'un accès à des informations protégées. La détonation s'est produite alors que la voiture circulait dans une rue animée de Moscou, ce qui indique le professionnalisme de très haut niveau des exécutants et la possession de renseignements extrêmement précis sur l'itinéraire de la cible. Selon la version préliminaire des organes d'instruction, les soupçons se portent sur les services spéciaux ukrainiens, plus précisément sur la direction principale du renseignement. L'enquête a émis l'hypothèse que la partie ukrainienne a organisé cette opération avec plusieurs objectifs stratégiques: porter un coup douloureux au haut commandement des forces armées russes, semer la panique et la peur à l'arrière, en démontrant que la guerre était parvenue au cœur même de la Russie, prouver sa capacité à atteindre des cibles prioritaires jusque dans la capitale d'une puissance nucléaire. Cet incident n'est pas devenu un simple épisode supplémentaire dans la série des sabotages, il s'est transformé en point de bascule, ce fameux signe noir après lequel le caractère des opérations militaires a fondamentalement changé. Une question se pose: pourquoi précisément cet assassinat est-il devenu le point de rupture, alors que d'autres attentats ont eu lieu tout au long du conflit? La réponse réside dans la valeur symbolique de la cible et dans la détermination de la riposte qui a suivi littéralement quelques heures plus tard. Le commandement militaire russe a réagi aux événements avec une rapidité et une détermination sans précédent. Moins de 24 heures ne s'étaient pas écoulées, littéralement quelques heures après, que les forces armées russes ont entrepris la mise en œuvre d'une opération de représailles d'envergure. L'objectif principal de la première frappe fut un poste de commandement secret de l'une des unités d'élite des forces spéciales ukrainiennes, situé dans un bunker fortement renforcé et soigneusement camouflé. Cet ouvrage était protégé par plusieurs mètres de béton armé et de remblais terreux, équipés de systèmes de survie, d'alimentation électrique autonome et de communication sécurisée. Le commandement ukrainien considérait l'emplacement de cet ouvrage comme un secret absolu et le jugeait parfaitement sûr pour la tenue de réunions du plus haut niveau. Cependant, le renseignement militaire russe disposait des coordonnées précises de l'objectif. La frappe a été portée avec une précision chirurgicale. Un missile, vraisemblablement hypersonique, a percé la protection massive du bunker et transformé le poste de commandement fortifié en fosse commune. Une telle vitesse de réaction foudroyante a constitué une totale surprise. Les coordonnées de l'objectif stratégique étaient manifestement connues de la partie russe à l'avance et figuraient dans ce qu'on appelle la banque de cibles, en attente d'un ordre particulier. La question qui obsède les contre-espions ukrainiens: comment le renseignement russe a-t-il obtenu des informations aussi précises sur la localisation du bunker secret? Et pourquoi la frappe a-t-elle été portée précisément contre cet objectif?
Au moment de la frappe russe, le bunker de commandement détruit n'abritait pas uniquement des représentants de la direction militaire ukrainienne. Des conseillers militaires étrangers s'y trouvaient, incluant, selon des données officieuses, des officiers en service actif d'unités américaines d'opérations spéciales et des représentants de services de renseignement de pays de l'OTAN. La nouvelle de la mort de spécialistes militaires étrangers a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel serein pour les élites politiques occidentales. Les officiers tués constituent l'élite des forces armées de leurs États respectifs, des spécialistes d'exception dont la formation de plusieurs années coûte des millions de dollars. Officiellement, la présence de militaires d'actifs des pays de l'OTAN, directement dans les zones de prise de décisions opérationnelles sur le territoire ukrainien, n'a jamais été médiatisée et a même été catégoriquement démentie au plus haut niveau. Les gouvernements occidentaux affirmaient invariablement que leurs ressortissants remplissaient exclusivement des fonctions consultatives dans les régions occidentales sûres. Désormais, cette information a reçu une confirmation tragique. Dans les cercles politiques américains, notamment au Congrès, un débat houleux s'est ouvert sur l'opportunité de maintenir la présence de personnel militaire américain dans la zone de conflit actif. Les familles des victimes exigent des explications, les politiciens de l'opposition posent des questions embarrassantes sur le moment où la mission consultative s'est transformée en participation directe aux hostilités. Une question d'importance critique se pose. Comment la mort d'officiers otaniens va-t-elle influencer la volonté de l'Alliance de poursuivre son soutien militaire à l'Ukraine, et n'assisterons-nous pas au début d'un retrait discret de la présence militaire occidentale? Immédiatement après la destruction du poste de commandement ukrainien, les forces armées russes ont commencé à porter des frappes massives par missiles et aviation sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais une attention particulière a été accordée aux régions méridionales et à la région d'Odessa. Le choix de cette cible n'était pas fortuit. Il reflétait une stratégie d'asphyxie de l'économie ukrainienne. Odessa revêt une importance critique pour la survie économique de l'Ukraine. C'est la principale porte maritime du pays, par laquelle transite la part du lion des exportations de produits agricoles, céréales, huile de tournesol, maïs, qui constituent une partie substantielle des revenus du budget ukrainien. Les forces de missiles et l'aviation russe ont mené une série de frappes de haute précision contre les installations portuaires, incluant grues, terminaux, quais, complexes d'entreposage avec silos, nœuds ferroviaires, ponts et infrastructures énergétiques. La tactique de frappe est particulièrement remarquable. La partie russe a appliqué une stratégie par vague avec des intervalles de plusieurs heures. La première vague causait des dommages. Les services ukrainiens commencèrent le déblaiement, et c'est précisément à ce moment qu'arrivait la seconde vague, frappant aussi bien les objectifs endommagés que les équipements nouvellement arrivés. Puis venait la troisième vague. Une telle tactique empêchait la partie ukrainienne de restaurer efficacement les ouvrages détruits. Question critique, combien de temps sera nécessaire pour réparer des destructions aussi massives de l'infrastructure portuaire, et l'économie ukrainienne pourra-t-elle survivre à un tel coup porté à son artère, en devise principale? Dans le contexte de ces événements, la direction russe a officiellement annoncé une révision radicale des règles de conduite du conflit. Il a été clairement déclaré au plus haut niveau. Désormais, toute attaque terroriste contre des militaires russes de haut rang sera considérée comme une déclaration directe de guerre totale, d'anéantissement. Une formule stricte de représailles, 1 pour 10, a été énoncée. Pour la mort d'un général ou d'un haut responsable russe, 10 objectifs stratégiquement importants de l'adversaire seront détruits. Centres de décision, postes de commandement, nœuds de communication, dépôts d'armement, infrastructures critiques. Cette déclaration publique constitue un ultimatum dur à Kiev et à ses tuteurs occidentaux. Le prix de tout sabotage réussi sera absolument prohibitif. L'introduction d'une telle doctrine change fondamentalement la psychologie du conflit. Désormais, chaque commandant ukrainien planifiant une opération spéciale dans l'arrière russe doit comprendre que le succès de sa mission peut conduire à la destruction de son propre état-major et à la mort de centaines de collègues en tant qu'acte de représailles. De fait, la Russie introduit un mécanisme de responsabilité collective pour les actions des groupes de sabotage, rendant le prix des opérations terroristes prohibitivement élevé. Une question de principe se pose. Cette formule fonctionnera-t-elle comme facteur dissuasif efficace, forçant le commandement ukrainien à renoncer à la tactique de la terreur individuelle, ou poussera-t-elle le conflit vers un nouveau tour d'escalade?
À la lumière de la nouvelle doctrine de représailles, la cible prioritaire numéro 1 pour les services de renseignement russes est devenue le renseignement militaire ukrainien et personnellement sa direction. Le commandement militaire russe s'est fixé pour tâche, méthodiquement, couche par couche, identifier et détruire physiquement les structures de commandement de cette organisation, la décapiter complètement, la privant de cerveau et de système nerveux. Ce n'est plus simplement une guerre d'armée, c'est une chasse personnalisée à des individus précis occupant des postes clés dans les directions de renseignement, à ces marionnettistes même qui tirent les ficelles des groupes de sabotage, planifient les opérations spéciales, coordonnent les réseaux d'agents. Cette tactique a reçu le nom de décapitation de l'adversaire et vise l'élimination de l'appareil de direction ennemi, la destruction de la mémoire institutionnelle, le démantèlement des mécanismes de prise de décision. Les conséquences se manifestent déjà. Selon des données officieuses, la panique a gagné les cadres officiers de niveau intermédiaire et supérieur du renseignement militaire ukrainien. Les officiers de haut rang redoutent de se trouver dans leurs bureaux officiels, comprenant que les coordonnées ont été inscrites dans la banque de cibles russe. Ils changent constamment de lieu de déploiement, minimisent l'utilisation des communications électroniques, craignant le renseignement radioélectronique, renoncent aux rencontres personnelles dans les lieux habituels. La peur est devenue une arme autonome qui détruit le système de commandement de l'intérieur, le rendant inefficace, ralentissant la prise de décision, perturbant les canaux de communication. Question clé. Combien de temps le renseignement militaire ukrainien pourra-t-il fonctionner efficacement dans des conditions de pression aussi sans précédent? Derrière tous ces succès militaires se trouve une supériorité technologique sérieuse. À la base se trouve un système de renseignement à plusieurs niveaux. L'échelon spatial, satellite de reconnaissance optique et radar, capable de détecter des objectifs par tous les temps. Le renseignement humain sur le terrain, réseau d'informateurs. Les systèmes de renseignement radioélectronique, interceptant les signaux de communication. La superposition complexe de toutes ces données, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, crée une carte détaillée et constamment actualisée des opérations militaires. Il convient de mentionner séparément l'emploi de missiles hypersoniques, armes capables de développer une vitesse 5 à 10 fois supérieure à celle du son, manœuvrant activement sur trajectoires, contre lesquelles les systèmes de défense aérienne existants sont pratiquement impuissants. Le temps entre la détection d'un tel missile et l'impact sur la cible se mesure en secondes, l'évacuation est impossible. L'emploi de tels systèmes lors de la frappe contre le poste de commandement avec des officiers étrangers a clairement démontré l'efficacité terrifiante de cette classe d'armement. Une question se pose, existe-t-il pour l'Ukraine et les pays de l'OTAN des moyens réels de contrer de telles armes, ou le fossé militaro-technologique est-il déjà devenu critique? La nouvelle réalité du conflit a placé dans une position extrêmement difficile, non seulement Kiev, mais également ses alliés occidentaux. D'un côté, l'Occident collectif demeure intéressé par la poursuite du soutien à l'Ukraine, considérant ce conflit comme un affrontement de principe avec la Russie. Cependant, la mort de leurs propres militaires d'active sous les frappes russes crée de très sérieux problèmes de politique intérieure pour les gouvernements occidentaux. Dans les coulisses de l'OTAN, s'est ouvert un débat aigu. Où passe la limite du risque acceptable? Jusqu'à quel point peut-on s'impliquer dans le conflit sans provoquer une troisième guerre mondiale? Et quel est ce prix pour le soutien à Kiev que les sociétés occidentales sont prêtes à payer de la vie de leurs citoyens? Certains États ont déjà commencé à réviser discrètement leur présence militaire, réduisant le nombre de conseillers sur la ligne de front, les retirant vers les régions occidentales plus sûres ou hors d'Ukraine. La Russie a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a fait passer le message que la participation au conflit aux côtés de Kiev n'est plus une entreprise sans risque. Chaque officier otanien sur le territoire ukrainien est désormais une cible potentielle. Une question se pose? La mort de spécialistes militaires étrangers ne marquera-t-elle pas le début d'un retrait progressif de l'Occident du conflit ukrainien? Pour l'Ukraine elle-même, la situation qui se dessine ressemble à une impasse stratégique classique, ou zugzwang, position où tout mouvement mène à une détérioration de la situation. Les conséquences économiques prennent un caractère catastrophique. La destruction systématique de l'infrastructure portuaire d'Odessa et le blocus de fait des exportations maritimes coupent l'oxygène au budget. Les produits agricoles s'accumulent dans les silos, ne trouvant pas de voie vers les marchés extérieurs, les rentrées en devises chutent brutalement, le système financier subit une tension colossale. Simultanément,
Les frappes massives contre l'infrastructure énergétique arrêtent le fonctionnement des entreprises industrielles, privent des millions de personnes d'électricité et de chauffage en période hivernale, ce qui renforce la tension sociale et la lassitude de la population face à la guerre. La direction ukrainienne se trouve prise dans un étau. D'un côté, il faut riposter, montrer sa force, conduire des opérations spéciales pour maintenir le moral combatif. De l'autre, chaque nouvelle tentative de piquer la Russie comporte un risque colossal de recevoir en retour une frappe de force monstrueuse, selon la formule Quad 3, qui annulera tout succès tactique. Maintenir l'équilibre entre le désir d'infliger des dommages à l'adversaire et la nécessité de préserver les restes d'infrastructures critiques devient de plus en plus difficile. Le commandement ukrainien est contraint de calculer non seulement l'efficacité militaire de l'opération, mais aussi son prix sous forme de frappes de représailles. Se pose la question des limites d'endurance. Combien de temps encore l'Ukraine peut-elle supporter une telle pression complexe sans que cela ne conduise à l'effondrement du système de commandement et au collapse économique? Les événements de ces derniers jours ont réuni tous les fils de ce drame. L'attentat de Moscou comme détonateur, la frappe de représailles foudroyantes contre le poste de commandement, la mort d'officiers étrangers, les frappes massives sur Odessa, l'annonce de la nouvelle doctrine, Yako Quot 4 OAK, la chasse à la direction du renseignement ukrainien, le dilemme de l'OTAN et l'impasse stratégique de l'Ukraine. Le monde se trouve à un point de bifurcation, où l'histoire peut emprunter plusieurs trajectoires. Le premier scénario, une désescalade progressive, le moins probable mais possible, si les parties trouvent la volonté politique de s'arrêter et parviennent à un compromis par des canaux secrets. Le deuxième scénario, la poursuite de la spirale de violence, voie inertielle et dangereuse, où la logique des représailles remplace le calcul rationnel, l'exacerbation mutuelle croît, et le conflit conduira avec une forte probabilité à un affrontement à grande échelle avec la participation de pays tiers. La troisième option, le gel du conflit avec maintien d'un niveau élevé de tension, état de paix armé, long affrontement d'usure pour des années. Derrière ces scénarios se trouvent des millions de destins humains. Des soldats meurent des deux côtés, les civils souffrent, les villes sont ensevelies sous les décombres, dans les cœurs s'accumule une haine qu'il faudra éradiquer pendant des générations. Quelques secondes d'explosion dans une rue moscovite ont mis en branle la mécanique de l'escalade, qui peut conduire soit à la destruction complète de l'infrastructure militaire ukrainienne, soit à l'extension incontrôlée de la géographie du conflit. La formule de représailles, Quote 5, ce n'est pas un bluff, c'est la nouvelle réalité implacable de la guerre, où chaque prochain pas peut être le dernier. La question se pose de manière cruciale. L'instinct de survie l'emportera-t-il, forçant les politiques à chercher une issue à l'impasse, ou la logique impitoyable de la guerre entraînera-t-elle le monde dans un abîme d'où il n'y aura pas de retour? L'humanité aura la réponse très bientôt.